بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بالجميع. في إطار هذه السلسلة من المحاضرات التي تدخل وتندرج في فعاليات شهر التراث والمنظمة من طرف متحف جميلة، وقبل البدء في إلقاء محاضرتي أود أن أتقدم بالشكر إلى المنظمين على هذه الدعوة الطيبة، وأخص بالذكر صديقي سلامي توفيق أركيولوج، والزميل مصباح بوحزام مدير متحف جميلة على تنظيم مثل هذه المحاضرات والتي تعود بالنفع على الجميع. أتمنى لكم متابعة طيبة والاستفادة من المعلومات التي سأحاول جاهدا تبسيطها لكم. Ma conférence est intitulée « Les techniques radio-analytiques et d'imagerie appliquées dans les domaines d'archéologie et du patrimoine culturel ». Le plan de ma conférence englobe 4 parties. On va commencer par une introduction et un aperçu historique. Ensuite, on va présenter les intérêts des techniques radio-analytiques et d'imagerie dans les domaines d'archéologie et du patrimoine culturel. Pour, par la suite, présenter des exemples d'applications pratiques dans les domaines d'archéologie du patrimoine culturel d'un ensemble de ces techniques-là, pour enfin conclure par la présentation de certaines recommandations et perspectives. On commence donc par l'introduction en présentant un aperçu historique sur l'établissement et l'utilisation de ces techniques radio-analytiques et d'imagerie dans les domaines d'archéologie et du patrimoine culturel. En fait, je tiens tout d'abord à signaler que les pratiques de l'entretien des objets d'art, surtout les collections royales, remontent en fait au 16e siècle. Et c'est à des artistes que sont confiés le nettoyage et les interventions sur les œuvres d'art jusqu'au 19e siècle. Puis, l'approche est devenue plus scientifique à partir de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. L'histoire de l'application des techniques radio-analytiques et d'analyse et d'imagerie dans le domaine du patrimoine culturel et de l'archéologie remonte en fait à 1796 avec Klaproth, qui a en fait fait le premier examen scientifique dans l'histoire pour la détermination de la composition des pièces de monnaie grecques et romaines et des vers par les méthodes d'analyse chimique classiques. Ensuite, il y a eu la période de la découverte des rayons X. Cette période, donc, c'est une période principale dans l'établissement des techniques d'analyse et d'imagerie comme technique très importante et utilisable dans les domaines d'archéologie du patrimoine culturel pour l'examen des objets qui y réfèrent. Donc, en fait, juste après la découverte des rayons X, on a commencé à les exploiter pour faire de la radiographie sur des œuvres d'art, surtout au musée du Louvre en France. Donc, les techniques d'imagerie scientifique comme la radiographie, les infrarouges, l'ultraviolet ont permis d'approfondir en fait notre connaissance sur les œuvres d'art en les examinant d'une façon très précise en reflétant leur structure interne.
Et c'est en fait cette période-là qui est marquée par le début de l'application des méthodes physiques en archéologie et au patrimoine culturel. Il y a eu aussi l'étape très importante des années 1950 où le vrai développement des méthodes analytiques a eu lieu. Ici, on cite par exemple l'étude des pigments de plomb dans les peintures de Röhrl, ce qui suggère une façon irrévocable pour découvrir la falsification. Une autre étape aussi importante dans l'histoire de l'utilisation des techniques radioanalytiques et d'imagerie dans les domaines suscités est l'étape de 1960 avec le lancement du premier journal dédié à l'archéométrie. Et enfin, les années 90 avec le développement des spectromètres à rayon X portables pour utilisation sur site archéologique, ce qui a rendu un grand service aux archéologues et aux spécialistes qui veillent à la conservation et à la préservation des objets radio, des objets d'art et d'archéologie. Mais avant de commencer la présentation de ces techniques-là avec les exemples que j'ai choisis, je tiens à vous informer que l'organisation de l'activité d'étude d'entretien des objets d'art et d'archéologie au sein du musée est très importante. Elle est très importante parce qu'elle va permettre, disons, d'établir des procédures exactes, des procédures efficaces pour maintenir l'état des objets, pour les nettoyer, pour les préserver, pour les étudier. Donc, l'organisation de cette activité au sein du musée, elle est très importante. En effet, les musées d'art et d'archéologie dans les pays développés disposent de centres de conservation et de restauration qui englobent des laboratoires spécialisés. Généralement, ces centres-là sont dotés, ces musées-là sont dotés à l'échelle nationale ou bien régionale, de centres de conservation et de restauration, ainsi que de muséologie. Les activités de ces centres-là tournent autour de l'extraction de l'information sur les objets d'art et sur l'étude de l'état de l'objet lui-même. Généralement, on trouve dans ce genre de centre des laboratoires qui s'intéressent à l'information. Donc, une information, c'est quoi? Bien sûr, on sait que chaque objet du patrimoine culturel contient des informations cachées à l'intérieur de son genèse et son histoire qui ne peut être appréciée par le sens. Et là, on doit bien sûr recourir à des méthodes très spécifiques comme l'archéométrie. Donc, on doit installer au niveau de ce centre-là un laboratoire d'archéométrie qui va s'occuper d'extraire l'information utile à partir des objets et des œuvres d'art et d'archéologie. Et là, un laboratoire d'archéométrie va donc travailler autour de l'étude par mesure quantitative de ces objets-là. Ces centres sont généralement aussi dotés de laboratoires qui s'intéressent à l'état de l'objet, donc l'état de la conservation de l'objet. Ici, en général, on installe des laboratoires de diagnostic qui s'intéressent à l'analyse structurale de l'architecture de l'objet. Tous ces laboratoires-là nécessitent donc d'être équipés ou bien d'utiliser des techniques d'analyse et d'imagerie qui leur rendent le travail d'investigation et d'extraction de l'information facile, efficace et bénéfique. Ceci étant dit, et toujours pour cette introduction, je tiens aussi à souligner le fait que l'environnement de travail est très important pour l'établissement d'un système d'information intégré dans ce domaine d'archéologie du patrimoine culturel. En effet, l'environnement de travail doit être fortement interconnecté
entre spécialistes de différents backgrounds, historiens de l'art, restaurateurs, physiciens, chimistes, biologistes, techniciens, ingénieurs. Tous ces gens-là doivent travailler ensemble dans le même lieu et sur le même problème. Ils doivent aussi être capables d'interagir à chaque étape de l'étude et non seulement pour discuter les résultats finaux. Ceci étant dit, je passe maintenant à la présentation des intérêts de l'application de ces techniques-là, radioanalytique et d'imagerie dans les domaines d'archéologie du patrimoine culturel. On sait bien que les objets archéologiques et les œuvres d'art constituent des témoins de leur époque et d'un mode de vie dans le passé. Leur étude approfondie permet de reconstituer l'histoire avec plus de crédibilité et de précision. En effet, les informations sur la composition et la structure de tels objets et œuvres d'art, accessibles bien sûr par technique radioanalytique et d'imagerie, peuvent être corrélées à ces époques-là et modes de vie, pour une meilleure compréhension de l'histoire. Les techniques généralement radioanalytiques et d'imagerie sont basées sur des méthodes qui exploitent en fait les phénomènes physiques d'interaction rayonnement-matière, comme par exemple l'absorption, la transmission, l'émission, la réflexion, la réfraction, la fluorescence et la diffraction. Donc, toutes ces techniques-là exploitent les phénomènes d'interaction rayonnement-matière. Et c'est en fait le phénomène-là qui va nous dicter quelle information on peut extraire. Donc, le principe physique qui se base sur l'interaction rayonnement-matière va nous guider et va nous orienter vers quel type d'information on peut extraire. Donc, pour chaque technique, il y a un type d'information à extraire qui diffère de notre technique, et l'utilisation de plusieurs techniques à la fois permet d'avoir des informations complémentaires sur notre objet qu'on veut étudier. Les objectifs de la technique d'analyse d'imagerie dans les domaines, des objectifs des techniques d'analyse d'imagerie dans les domaines d'art et d'archéologie sont plusieurs. Je les ai regroupés dans les points suivants. Il y a tout d'abord la possibilité d'analyse d'œuvres d'art pour datation et authentification. Ensuite, il y a aussi la possibilité de connaissance de l'état de conservation ou de dégradation d'un objet. On peut aussi accéder à la compréhension des mécanismes de dégradation des objets du patrimoine, et on peut finalement faire la mise au point de traitement de restauration. Les exemples, je tiens avant de présenter les exemples d'application, à préciser que ces exemples-là ont été tirés de travaux de scientifiques éminents que j'ai moi-même côtoyés. Donc, ce sont des exemples tirés des travaux qui ont été présentés dans le cadre de l'atelier de formation sur les instruments de rayons X portables utilisés dans le domaine du patrimoine culturel, dans le cadre d'un atelier de formation qui a été organisé par le Centre international de physique théorique, l'ICTP de Trieste en 2013. Donc, je cite particulièrement le cours ou bien la présentation du professeur Michel Menu du Centre de recherche et de restauration du Musée de France. Je cite aussi la présentation d'Alessandra Giannucci, donc qui a travaillé sur des systèmes portables de fluorescence X et de diffraction X utilisés dans le domaine du patrimoine culturel. Aussi, je cite Federico Bernardini, qui travaille aussi à l'ICTP. Il travaille sur la microtomographie
Orion X appliqué dans le domaine de l'archéologie et de la paléontologie. Il y a aussi le travail, la communication qui a été présentée au cours de la première conférence internationale sur l'imagerie hydraulique appliquée dans le domaine de l'archéologie et du patrimoine culturel, qui a été organisée à l'Université technique de Munich en 2013. Je cite ici le travail du docteur Burkhard Schillinger sur l'utilisation du neutron pour l'imagerie sur certains objets d'art. Donc, les exemples en fait que je vais présenter sont tirés de ces travaux-là. Pour donc présenter ces exemples-là, je les ai donc répartis en catégories par rapport à l'objectif de l'application. Les objectifs donc que j'ai fixés sont cadres. Il y a les techniques, bien sûr, radioanalytiques et d'imagerie qui peuvent être appliquées pour, disons, dévoiler une technique, la technique de l'artiste. Il y a aussi les techniques qui sont utilisées pour la datation archéologique. Il y a les techniques qui sont dédiées à l'identification. Et il y a aussi les techniques qui sont réservées à la restauration. Donc, je commence par les techniques radioanalytiques et d'imagerie qui sont utilisées pour dévoiler la technique de l'artiste dans, disons, la mise en œuvre de son œuvre d'art. Ici, je cite l'exemple de la radiographie X. En effet, en radiographie X, si on a un objet d'art, on peut donc soumettre cet objet-là à l'action d'un faisceau initial de rayon X. Selon la composition et les détails internes de l'objet, on aura un faisceau émergent qui sera un faisceau porteur d'information. Donc, la relation entre le faisceau porteur d'information et le faisceau initial est gouvernée par la formule d'atténuation de Beer-Lambert. Donc, il va nous donner comment le faisceau émergent va avoir une distribution d'intensité qui est représentative de la structure interne de l'objet. Une fois l'interaction faite, donc on aura à détecter ce faisceau-là sur un capteur d'image pour générer en fait l'image qui reflète la structure interne de l'objet, qu'on voit ici. Et à partir de cette image-là, on peut par exemple faire apparaître en révélant la technique de l'artiste. Ici, on voit par exemple une autre sculpture en fil de fer à l'intérieur de l'objet radiographie qui a été utilisé par un artiste pour modeler enfin l'objet qu'il était en train de mettre en œuvre. Donc, la radiographie permet en fait de révéler la technique de l'artiste. On passe maintenant au deuxième objectif lié à l'application des techniques radioanalytiques et d'imagerie dans le domaine du patrimoine culturel de l'archéologie, qui est la datation. Donc, ici, je vous donne un exemple de datation, mais avant, je tiens à donner quelques informations utiles sur cette datation. Donc, l'âge d'une œuvre d'art est un critère essentiel pourquoi? C'est un critère essentiel pour authentifier cette œuvre d'art-là et pour replacer ou bien la placer dans l'ordre chronologique réel. Les datations sont généralement regroupées en deux catégories. Il y a les datations indirectes qui sont faites par similitude de composition chimique avec des objets d'âge connus. Et il y a les datations directes fondées généralement sur des phénomènes radioactifs. Ici, je vais vous donner l'exemple de l'application de la technique du carbone 14. Bien sûr, la technique carbone 14 permet de déterminer l'âge des objets à partir de la mesure de la concentration de cet isotope carbone 14 par un prélèvement sur l'objet à dater. Généralement, on a besoin de moins de 1 mg pour faire cette datation. Donc, on sait bien que le carbone est constitué
de 99,89% de carbone 12 qui ne nous intéresse pas ici, de 1,108% de carbone 13 qui est un isotope stable qui ne nous intéresse pas, et il est composé de 1,2 10 puissance moins 12% de carbone 14 qui nous intéresse parce que c'est enfin l'isotope radioactif qui va décroître. En fait, le carbone 14 est généralement formé dans l'atmosphère par oxydation. Il y a eu donc formation du CO2. Le carbone 14 se trouve dans les océans, dans les plantes et dans les chaînes alimentaires. Donc, on peut retrouver le carbone 14 dans tout espace, dans tout être ou bien espèce vivante. Donc, le carbone 14, il existe avec une concentration fixe dans toutes les espèces et les êtres vivants. Lorsque les échanges avec le milieu externe cessent, donc la respiration, la photosynthèse cessent, comment? Par la mort de l'espèce, par la mort de l'être. Donc, le carbone 14, avec sa concentration fixe, va diminuer puisqu'il est radioactif, il y aura décroissance. Donc, le carbone 14 va se transformer en un autre élément. La demi-vie du carbone 14 est de l'ordre de 5570 ans. Donc, la quantité de carbone 14 va décroître en émettant des particules bêta. Donc, le phénomène suit une loi de décroissance exponentielle en exponentielle amortie. Donc, la concentration suivie cette loi donnée par C égale à C0 exponentielle moins lambda T. T, c'est le temps de décroissance qui va déterminer l'âge de l'objet. Lambda, c'est une constante de décroissance qui est donnée par ln de 2 log de 2 sur T. T, c'est la période du carbone 14, elle est de l'ordre de 5570 ans. Donc, en connaissant C0 qui est de l'ordre de 1,2 10 puissance moins 12%, et en connaissant aussi la constante de désintégration du carbone 14, on peut mesurer la concentration actuelle par une technique appropriée, la concentration actuelle du carbone 14 d'un objet et remonter au temps qui s'est écoulé entre ces deux concentrations, la concentration initiale et la concentration actuelle, et on peut ainsi dater l'objet. Donc, la quantité de carbone 14 mesurée permet de dater des matériaux tels que l'os, le parchemin, la laine, le charbon, le bois, donc tout ce qui est issu d'espèces ou bien d'êtres vivants, on peut le dater par la technique de carbone 14. Je vous donne ici l'exemple de datation par le carbone 14 appliqué à du bois prélevé dans les tombes égyptiennes. L'estimation des archéologues donne un chiffre de 4600 ans et la datation par carbone 14 a donné la valeur de 4500 ans. Vous voyez ici qu'il y a une différence de 100 ans. Bien sûr, toutes les techniques de datation est entachée d'erreurs. Ici, pour la datation au carbone 14, l'erreur principalement vient du fait que la concentration en carbone 14 n'est pas vraiment fixe, surtout pour de longues périodes de temps. Ceci est dû à la variation en fait de rayonnement cosmique qui influe sur cette concentration-là dans l'atmosphère et dans l'espèce qu'on veut dater. Donc, des scientifiques travaillent actuellement pour générer des données par rapport à la variation du rayonnement cosmique et pour donc donner plus de précision à cette méthode de datation. Je passe maintenant à l'application des techniques radioanalytiques et d'imagerie dans le domaine de restauration. Je donne ici l'exemple du VASA. Le VASA, c'est un galion du XVIIe siècle. C'est un galion qui représente, c'est un navire de guerre en fait, qui représente beaucoup de choses pour les Suédois. Il a été récupéré en 1961. Il est depuis 1990 exposé au musée de Stockholm. Pour la conservation du VASA, le navire a été aspergé de glycol pendant une période de 17 ans
suivi d'un enfant de séchage lent. Une fois cette mesure de restauration a été effectuée, le Vasa, ce navire de guerre, a été exposé dans un musée dans des conditions de température et d'humidité bien appropriées. Mais dernièrement, environ les années 2000, on a constaté un problème qui affecte la structure en bois de ce navire-là. Il y a eu donc apparition de grains jaunes pâles. L'analyse chimique a révélé la présence de fer et de soufre, et ce qui a provoqué une oxydation et une acidification par production du H2SO4. Donc, ceci est dû en fait à l'interaction du clou de la structure du navire avec le PEG qui a été utilisé pour sa restauration. Le PEG, c'est du polyéthylène glycol. Donc, l'interaction entre les clous et le PEG a fait que des grains jaunes apparaître et qui commencent à dégrader l'état de ce navire-là. Donc, les scientifiques ont pensé à la manière la plus appropriée pour stopper ce phénomène-là. Des solutions à partir d'analyses faites par des méthodes appropriées ont été proposées. La première consiste à utiliser du PEG greffé avec des stabilisants, un antioxydant phénolique plus ou un antioxydant redox. D'autres équipes de recherche ont suggéré l'utilisation d'agents chélatants pour stopper ce phénomène-là. En fait, ils ont ils ont réalisé certains essais sur des morceaux de bois qui étaient quand même des essais concluants et qui ont donné satisfaction. Ensuite, vous voyez ici, par exemple, sur cet exemple-là, c'est une planche du Vasa de gauche à droite, avant, pendant et après extraction du fer à l'aide des agents chélatants, et en extrême droite, une partie de la planche après reconservation par imprégnation dans le PEG. Donc, l'agent chélatant a permis de stopper ce phénomène-là, et on a commencé disons, à avoir la structure de ce navire-là dans un état plus approprié. Le quatrième exemple que je vais présenter par rapport à l'application des techniques d'imagerie et de radioanalyse, c'est par rapport à l'objectif d'authentification. Donc, ici, on va parler de l'authentification des œuvres d'art, surtout les peintures, par la réflectométrie infrarouge. Donc, le rayonnement infrarouge ici, qui traverse les couches picturales de la peinture, permet de mettre en évidence le dessin sous-adjacent réalisé en noir de carbone, réalisé bien sûr par l'artiste, parce que généralement les artistes, chacun avec sa méthode de peinture, ils réalisent des croquis, des dessins préliminaires en utilisant du crayon, donc de noir de carbone. Ensuite, ils mettent les couleurs pour finaliser leur œuvre. En effet, ici, la réflectométrie infrarouge permet de la détermination du dessin préparatoire. Elle permet aussi des indications de mise en couleur. Elle permet aussi d'attribuer l'œuvre par mise en évidence d'une signature de l'artiste. Le principe de la réflectométrie infrarouge, il est très simple. Généralement, on soumet le tableau, donc l'œuvre d'art, on l'expose sous lumière par lumière halogène, donc,
Et la réflexion, il ne faut pas chauffer ici, il faut éviter de chauffer, la réflexion des différentes couches pectorales de l'œuvre. Donc, on va ici détecter, utiliser une caméra infrarouge pour justement pour enregistrer cette composante infrarouge réfléchée par notre tableau qui va révéler les couches profondes du tableau. Donc, ça, par rapport au principe, généralement, on utilise les infrarouges. On préfère utiliser les proches infrarouges, donc autour de 800 nanomètres de longueur d'onde, et éviter les infrarouges lointains. Donc, généralement, on préfère utiliser les proches infrarouges pour faire ce genre d'application qui révèle les dessins ou bien les sous-adjacents qui ont été réalisés par l'artiste pour des fins de dévoilement de la technique de l'artiste et de l'authentification de l'œuvre d'art. Je vous donne ici un exemple. Vous voyez ici un tableau qui est exposé au niveau d'un musée en Argentine. Ce tableau, c'est la version finale. Mais regardez que la réflectométrie infrarouge donc, a permis de dévoiler qu'il y a ici un chevalier sur un cheval qui a été dessiné sur le dessin préparatoire. Ensuite, le dessinateur a donc renoncé à ce détail-là. Donc, vous ne pouvez pas le voir sur la version finale de l'artiste. Donc, la réflectométrie infrarouge montre ici un cavalier caché sous les couches pectorales qui n'est pas observé à l'œil nu, ni même sur l'œuvre, sur la version finale de l'œuvre. Donc, l'infractométrie infrarouge, c'est une technique très, très puissante qui permet de voir les dessins sous-adjacents, donc pour l'authentification de l'œuvre d'art et même pour le dévoilement de la technique de peinture de l'artiste. Ici, je vous présente par exemple un autre exemple d'application de cette technique-là. Regardez ici, en choisissant des longueurs d'onde différentes, on peut donc accéder aux différentes couches de l'œuvre d'art et dévoiler les détails des dessins sous-adjacents et la technique de l'artiste. Donc, c'est une technique très puissante, en fait, dans le domaine du patrimoine culturel pour authentifier et dévoiler la technique de l'artiste de l'artiste pour des œuvres d'art. Avant de passer à la présentation de d'autres exemples d'applications, je tiens ici à présenter à nos amis qui actifs dans le domaine de l'archéologie et du patrimoine culturel un inventaire des techniques qui peuvent leur être très utiles. Je cite ici la microscopie électronique à balayage, dont notre laboratoire dispose, la diffraction X, elle est aussi une technique qui est aussi disponible à l'université Farhat Abbas 1, la DTIA, Differential Thermal Analysis, la fluorescence X, l'analyse par activation neutronique, elle est disponible en Algérie, les techniques d'imagerie par ultrason, par rayon X, par thermographie, la micro fluorescence X, la PIXA, donc Proton Induced X-ray Emission, donc Total X fluorescence X. Donc, pas mal de techniques peuvent être utilisées dans votre domaine et qui, dont la plupart existent en Algérie dans les centres et les laboratoires de recherche des universités. Donc, il y a aussi la technique de spectrométrie Mossbauer, la technique de force atomique. Ce sont tous des techniques qui peuvent vous être très utiles dans votre travail de restauration, de conservation et même de fouille. Je vais maintenant à la présentation de quelques autres
exemples d'application de ces techniques-là. Je commence par la tomographie et la microtomographie 3D. Donc, la tomographie a un principe qui ressemble à la radiographie, mais elle permet de générer une image 3D. Ici, notre objet à l'opposé de la radiographie X n'est pas fixe, donc on le fait tourner. On prend plusieurs projections de 0 généralement à 180 degrés et à la base, en utilisant ces projections-là, on peut, grâce à des méthodes de reconstruction, reconstruire le volume 3D qui va refléter la structure interne de l'objet en 3D. Donc, c'est le principe de la tomographie. Ici, par exemple, on présente la tomographie neutronique faite sur des objets d'art qui ont été réalisés autour d'une installation très puissante, parmi les installations les plus puissantes au monde. C'est l'installation du centre Paul Scherrer en Suisse. C'est des applications qui ont été réalisées par l'équipe de recherche du Dr. Eberhard Lehmann du PAC. Donc, le PSI dispose d'une installation de tomographie neutronique qui utilise une source de spallation. Regardez ici le résultat final des images 3D obtenues sur des objets d'art et d'archéologie. Donc, vous pouvez donc apprécier la structure interne de l'objet en 3D. Vous pouvez le visualiser en plusieurs angles, le voir, l'examiner et le voir couche par couche. Donc, voir la structure interne, voir comment il a été fabriqué, comment il a été conçu, en examinant les couches internes de tous les côtés et par différents angles de vue. Donc, ce sont des techniques qui permettent donc d'accéder à l'information interne d'une façon extraordinaire et de faire en quelque sorte du reverse ingénierique. Donc, c'est des techniques, par exemple, la tomographie neutronique, elle existe en Algérie, bien que l'installation algérienne n'est pas assez puissante et elle ne permet que d'examiner des objets qui ont un diamètre de l'ordre de 20 cm, mais quand même, il y a une installation qui peut servir pour l'investigation de ce genre d'objets. Donc, c'est des techniques très puissantes, donc je le répète, qui permettent de voir l'objet sur différents angles, de voir la structure interne, de faire du reverse ingénierique. Et vraiment, je vous conseille à se rapprocher des gens qui disposent de ces techniques-là pour faire, donc analyser, examiner vos objets. Je présente ici un autre exemple de tomographie neutronique qui a servi en fait pour voir, disons, une colle à base de matière organique qui a été utilisée pour restaurer un récipient en céramique. Donc, la tomographie neutronique ici a permis de voir qu'il y a un vide de la paroi de ce récipient. Donc, ce vide-là, il a été, donc, c'est un vide qui est à l'intérieur de la paroi et qui a été donc révélé par la tomographie neutronique. Donc, c'est une technique en fait de contrôle de la structure interne qui peut donc vous fournir des informations très utiles sans pour autant détruire votre objet ou bien porter préjudice à votre objet ou à votre œuvre d'art. Ici, je vais vous présenter un autre exemple, c'est la tomographie Orion X. Donc, ici, elle est appliquée sur un pendentif qui a été retrouvé en Italie. Donc, ce pendentif, il est recouvert de matière. Donc, pour le traiter, pour enlever la matière qui entoure le pendentif. Donc, il a été scanné par un scanner à Ariane X qui a révélé, regardez ici, la structure interne de l'objet, de l'artefact trouvé. Et ceci a permis donc l'enlèvement des différents débris qui entourent votre objet
sans pour autant détruire l'objet lui-même ou lui porter préjudice au pendentif. Donc, c'est une application très intéressante qui permet quand même de restaurer des objets d'art. Ici, une troisième application qui a été réalisée autour de l'installation de la microtomographie Orion X de l'ICTP en Italie. Donc, ils ont travaillé sur un mandibule, donc ils ont pu ici faire de la tomographie Orion X, la microtomographie, pour voir la structure de ce mandibule. Ils ont pu extraire la molaire et voir et vérifier qu'il y a eu une sorte de plombage primitif qui était donc pratiqué en cette époque-là. Donc l'application a été très appréciée dans le monde entier et plusieurs articles et émissions ont été donc diffusées sur cette découverte-là. Je passe maintenant à l'application de la diffraction à rayon X et de la fluorescence XRF dans le domaine de l'archéologie et du patrimoine culturel. Donc, je commence par la diffraction à rayon X, qui est une technique d'analyse structurale. Donc, elle est basée sur le phénomène de diffraction, qui est géré par la fameuse formule de Bragg de sinus θ égale à n lambda ou bien P lambda. Donc, c'est une technique qui permet de générer des spectres de diffraction et qui permettent d'identifier les différentes phases dans notre objet. Alors que la fluorescence Orion X, la XRF, qui permet une analyse élémentaire, elle est basée bien sûr sur l'interaction d'un faisceau Orion X avec des électrons du cortège électronique de l'atome. Donc, il y aura bien sûr ici des excitations et un réarrangement électronique avec l'émission d'autres rayonnements qui peuvent donc être utilisés comme une empreinte de l'élément émetteur et donc pour faire de l'analyse multi-élémentaire. Donc, à partir de cette technique-là, on peut extraire un spectre qui va présenter les différents éléments existants dans notre matrice avec leur concentration. Pour l'application de la technique de diffraction Orion X, je vous présente ici un exemple sur l'application sur des monnaies antiques. En fait, la réalisation d'une diffraction sur les monnaies à base d'argent et d'or permettent donc d'aboutir à un spectre qui va nous permettre de calculer la taille de cristallite, qui est une caractéristique numérique constante d'un objet. Ce paramètre-là, cette quantité-là, peut être utilisé en toute confiance pour prouver l'authenticité d'un objet à base d'or ou bien d'argent ou comme une protection absolue contre la contrefaçon. Ici, donc, c'est une application très utile dans votre domaine de la diffraction à rayon X. Une autre application par rapport à l'XRF, à la fluorescence Orion X, ici, on voit un système portable de fluorescence à rayon X qui peut être utilisé sur site, dans les grottes par exemple. Et ici, il a été utilisé pour l'identification chimique et minéralogique des pigments dans des grottes. Regardez ici, c'est le spectre qui a été utilisé et qui permet l'identification de certains pigments utilisés dans les graffitis. J'arrive maintenant à la conclusion et perspective par rapport à cette conférence. Je tiens ici tout d'abord à dire qu'il y a des potentialités d'analyse d'imagerie en Algérie. En fait, je vous confirme l'existence de laboratoires d'imagerie et d'analyse multi-élémentaire. Au niveau de l'université de Sétif, par exemple, Sétif 1, on dispose de pas mal de techniques comme la microscopie électronique, la tomographie X, la diffraction Orion X, la fluorescence X. Ces techniques et d'autres
sont aussi disponibles dans les centres de recherche du communal, par exemple l'analyse par activation neutronique, la neutronographie, la tomographie, la radiographie X, la PIXE, la XRF et pas mal d'autres techniques. Aussi, il y a beaucoup de techniques qui sont disponibles au niveau du centre de recherche du ministère d'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, comme les techniques d'imagerie par rayon X, la tomographie X, la diffraction X, la fluorescence X. Donc, ici, je tiens à vous informer qu'il y a des potentialités énormes d'analyse d'imagerie qui existent en Algérie et que vous pouvez utiliser pour l'examen de vos objets d'art et d'archéologie. En deuxième lieu, je tiens à présenter certaines recommandations, surtout pour les musées en Algérie. Ma première recommandation est, je vous recommande ici de créer des laboratoires spécialisés, équiper les musées en instruments et équipements portables pratiques pour ce genre d'activité et d'analyse et d'imagerie. Donc, on peut équiper chaque musée, par exemple, d'instruments portables qui peuvent être utilisés pour des explorations sur site. Et même, pourquoi pas, lancer un centre national de restauration, de conservation et de muséologie qui s'occupe de cette activité-là au niveau national. Je vous suggère aussi de tisser des liens de coopération entre musées et laboratoires de recherche d'universités et même de centres de recherche. Il est aussi important le fait de lancer des formations communes entre musées et universités sur la base de programmes spécifiques aux besoins des musées dans ce domaine-là, pourquoi pas des licences, des masters et même des doctorats sur des programmes qui vous intéressent. Et je conseille aussi je conseille aussi les spécialistes, les techniciens et les chercheurs des musées de travailler en étroite collaboration avec les chercheurs sur des projets qui peuvent être bilatéraux ou multilatéraux, parce que votre domaine vraiment est un domaine vierge. L'exploration pratiquement l'exploration de tout le patrimoine archéologique et culturel en Algérie est vraiment à son début. Il n'y a pas beaucoup d'exploration basée sur des méthodes scientifiques. Donc, le domaine est vierge. Donc, il y a pas mal de projets sur lesquels des équipes multilatérales ou bien bilatérales peuvent travailler en étroite collaboration. Et finalement, je tiens, c'est mon souhait enfin, de demander aux responsables des musées et du patrimoine culturel en Algérie de faciliter l'accès au site et à la matière archéologique aux chercheurs algériens, parce que c'est très important. Des fois, on confronte pas mal de difficultés administratives pour accéder à cette matière-là. J'espère qu'on sera un jour voir ces difficultés-là disparaître. Donc, sur ce, je termine. Je remercie tout le monde pour avoir suivi cette conférence et j'espère qu'elle vous a donné satisfaction et que vous allez bénéficier des informations que j'ai présentées. Merci infiniment. ويعطيكم الصحة وشكرا جزيلا.